Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Dans quelques jours aura lieu l'événement le plus important de la politique française, l'élection présidentielle. La personne qui aura été choisie au terme de cette élection se verra attribuer un pouvoir extrêmement conséquent sur la direction que va prendre la France pour les 5 années à venir. Le prix de l'essence, les impôts, l'âge de la retraite, la politique étrangère, le temps de travail, votre salaire, toutes ces choses et bien d'autres vont être en grande partie conditionnées par le résultat de cette élection. Partant de ce constat et voyant l'importance des enjeux auxquels nous faisons face, nous ne pouvons pas juste rester dans notre chambre en attendant que les autres décident de notre avenir. Non, nous devons faire un choix. Sauf que c'est là que ça se complique. Tous les candidats tiennent plus ou moins le même discours. S'ils sont élus, la France deviendra un véritable paradis sur Terre, un endroit où les mots de pauvreté, d'insécurité et de réchauffement climatique deviendront obsolètes, et où régnera la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors que si un autre candidat est élu, alors là c'est la catastrophe. Nous nous dirigeons droit vers la guerre civile et le totalitarisme. Mais alors, au milieu de ce capharnaüm médiatique, comment faire le tri entre les véritables convictions et la démagogie ? Dans un contexte où nombreux s'extrémisent et où la société se polarise, comment faire un choix ? Faut-il s'abstenir ou voter blanc ? Sélectionner celui avec qui on a le plus d'affinité ou celui qui a le plus de chances de passer ? Élire le plus sympa ou le moins pire ? Eh bien, la vérité, c'est que même avec toute la bonne volonté du monde, il est très difficile de faire un choix éclairé et en réel accord avec nos convictions profondes. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un qui nous aide à sortir de nos bulles idéologiques, autant humaines qu'algorithmiques. Quelqu'un d'apartisan, faisant la promotion de la nuance. Quelqu'un qui aurait pour objectif de déconstruire un maximum de biais politiques, tout en nous donnant des astuces et des conseils pour nous aider à faire un choix qui nous corresponde vraiment. Vous l'aurez peut-être compris, ce quelqu'un existe. Elle a 22 ans, elle s'appelle Morgane et me fait aujourd'hui l'honneur d'être mon invitée. Salut Morgane et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, merci pour ton discours, très beau discours. Avant de commencer, je rappelle que cet épisode est disponible en vidéo et en audio sur toutes les plateformes habituelles. Si vous voulez voir le détail des questions avec l'image qui leur correspond, vous retrouverez tout ça en description. Et du coup, première question, je te laisse te présenter ton parcours, tout ça. Donc je m'appelle Morgane Audobonnet, donc tu as dit j'ai 22 ans. Je vais plutôt commencer par mon parcours perso. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire où j'ai principalement étudié l'économie politique. Donc le rapport avec la politique, c'est pour ça que je parle pas mal aussi d'économie dans mes vidéos. De toute façon, tout est un peu lié en politique, il faut savoir balayer un peu tous les sujets. Ensuite, j'ai été admise à l'ESCP, donc une école de commerce, on peut aussi spécialiser au sein de cette école en politique. Et en parallèle de ça, l'année dernière, j'ai fait une licence de philosophie, spécialisée en philosophie politique. J'ai eu ma L3 l'année dernière. J'ai fait du droit, je suis encore en L3 de droit. C'est très important aussi le droit pour bien comprendre nos institutions et pouvoir en parler. D'ailleurs, on va en parler plus tard au niveau du régime constitutionnel, je pense. Et voilà. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc ça c'est plus pour tout ce qui est ma présence sur les réseaux sociaux. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube au début de l'année, à l'approche des présidentielles, justement pour préparer ces élections et comme tu l'as dit, pour essayer de promouvoir la nuance, parce que je m'étais rendu compte que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chaînes partisanes sur YouTube qui vont défendre un point de vue, mais il y avait peu de chaînes qui allaient essayer de démonter les biais idéologiques, qui allaient essayer de donner des astuces pour faire un choix, et c'est vraiment le but de ma chaîne, c'est aider chacun à faire un choix pour les élections qui arrivent. Ok, et du coup, tu as une chaîne YouTube et un compte Instagram, tu fais quoi sur cette chaîne YouTube et ce compte Instagram précisément ? Alors, sur YouTube, je poste 2 vidéos par semaine, qui ont donc pour but de à la fois donner des astuces pour se défaire des biais une vidéo toute la semaine. Ouais, bon des fois j'ai un peu de retard. Ok. Mais grosso modo c'est ça. Mais là, comme les présidentielles vont arriver, je sais pas à quel rythme je vais passer après. Mais voilà, ça parlera toujours de politique, je vais peut-être un peu étendre les sujets. Ensuite, donc j'ai une émission qui s'appelle CCV, donc c'est comment choisir pour qui voter. Et voilà, c'est plein d'astuces, plein de présentations de biais pour entre guillemets se débiaiser.
Et d'ailleurs, donc, je passe à Instagram. Et sur Instagram, j'ai principalement trois formats. Donc, un qui parle, justement, qui s'appelle Débiaise-toi, qui va présenter des biais pour que les personnes puissent s'en défaire. Ensuite, il y a un reconstruit. Donc ça, c'est vraiment des astuces concrètes. Typiquement, j'avais fait quoi? J'avais parlé d'un compte Instagram à opinion inversée, je crois. Aller voir l'effet des bulles de filtre sur Instagram. Donc aller liker du contenu contraire à son orientation politique de base, par exemple. Et enfin, il y a une ressource pour mieux voter. Donc là, ça, c'est des Reels où je vais présenter des livres, justement présenter des chaînes YouTube pour s'informer en politique, pour faire un choix. Enfin, ça peut aider. Par exemple, j'ai présenté le livre de Clément Viktorovitch récemment, qui parle de rhétorique. Et la rhétorique, c'est hyper important avec toutes les interventions publiques des candidats pour pouvoir décrypter leur discours, en fait. Et c'est pour ça que j'ai présenté ce livre. Ok. Voilà. Ça va. Et du coup, sur la présentation de ta chaîne YouTube, tu dis aussi que tu luttes contre l'abstention. Pourquoi est-ce que tu luttes contre l'abstention? Bah, en quoi je lutte? Pourquoi ou en quoi? Comme tu veux. Bah, en quoi c'est plus simple? Parce que, en fait, finalement, je pense que, bon, il y a deux raisons. Enfin, rien qu'en parlant, je pense déjà de politique sur les réseaux sociaux, on contribue à faire baisser l'abstention. Bon, bien sûr, c'est pas ma petite chaîne avec pas beaucoup d'abonnés qui va tout changer, mais je pense que je participe à un mouvement d'ensemble où chacun va commencer à parler de politique et ça va donner envie aux gens d'aller s'intéresser à ces sujets-là. Et je pense que c'est aussi, il y a plein de gens qui votent pas aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui ne votent pas par choix politique, qui considèrent que l'abstention c'est un véritable choix politique. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ne votent pas parce que c'est dû à un manque de socialisation politique en fait. C'est que à table, avec leurs parents, avec leurs amis, ils en parlent pas en fait. Et rien que le fait d'aborder ça et d'entrer un peu sur les réseaux sociaux avec ces sujets-là, ça va inciter les personnes à aller s'informer, ça va inciter les personnes peut-être à aller voter. Et deuxième manière dont je lutte contre l'abstention un peu plus évidente, c'est que en fait, je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui ne votent pas parce qu'ils savent pas pour qui voter. D'ailleurs, ma chaîne, l'idée de créer ma chaîne m'est venue du fait que j'ai travaillé pour un député l'année dernière et on a rencontré des jeunes qui étaient en grosse difficulté scolaire et qui étaient aussi complètement un peu coupés de la société, qui était en réinsertion professionnelle aussi. Et on a du coup un peu évoqué le sujet de la politique, bien sûr, avec le député. Et j'ai été étonnée de voir à quel point tous ces jeunes-là, en fait, ne comptaient pas voter parce qu'ils n'avaient aucune idée de pour qui, quoi. Ils ne savaient pas qui choisir entre la peste et le choléra, ou alors, bon, ils n'en parlaient pas et ils n'étaient pas intéressés au sujet. Donc voilà, c'est les deux manières dont je compte lutter contre l'abstention, c'est en aidant les gens à choisir et bien sûr en parlant de politique, tout simplement. Donc voilà. Et puis du coup, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu as contre l'abstention? Bah, je pense que l'abstention, en fait, c'est une fausse solution. Dans le sens où on peut très bien dire, oui, on va s'abstenir, ils vont réaliser les politiques, comme il y a beaucoup d'abstention, ils vont changer les choses. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que si on veut du changement, il va falloir en passer par les urnes. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans une de mes premières vidéos. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'engagent plus vraiment dans les urnes. Enfin, une grande majorité des jeunes s'engagent différemment. Donc, moins dans les urnes, mais plus dans des actions, comme on appelle ça en sociologie, de solidarité chaude, donc c'est-à-dire proche d'eux. Ils vont aller s'investir dans des projets associatifs, dans des manifestations, des choses comme ça, aider les autres proches d'eux. Mais ils oublient en fait à quel point c'est déterminant d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Parce qu'on a l'impression, voilà, c'est un vote, ça va pas changer grand-chose. Mais si, en fait, c'est hyper important, c'est collectif. Et en fait, je ne pense vraiment pas qu'on va réussir, à moins qu'il y ait une révolution sanglante, et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et ça m'étonnerait, vu comment on est endormi par la consommation, par les réseaux sociaux. Je ne pense pas que les Français, demain, vont se soulever pour aller changer quelque chose à la politique nationale. Donc non, je pense que c'est hyper important d'aller voter. Et c'est un peu, pour moi j'étais un peu dans ce mood-là quand j'étais plus jeune, je dirais au lycée, dans un peu révolutionnaire, un peu toujours dans la critique.
Vous voyez, enfin c'est vrai que j'étais un peu comme ça, à toujours me plaindre, hein, mais finalement ça, on n'agit pas vraiment. À part avoir l'air un peu enfin avoir un avis tranché sur l'abstention, on peut vraiment élaborer son discours là-dessus, mais in fine, qu'est-ce qu'on a changé au monde à la fin de la journée? Bah pas grand-chose. Et bah rien qu'en mettant un bulletin de vote, je pense qu'on fait déjà un peu plus que d'avoir l'air spirituel quand on parle, ah oui, moi je suis abstentionniste par choix. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué de choisir avec tous ces candidats qui se ressemblent énormément, mais ça, il faut encore plus renforcer son contrôle sur les politiques, et ça commence par le vote. Mais je pense que là, bon là pour les présidentielles qui arrivent, c'est mort, mais ça va se construire là, dans les 5 ans à venir, ça va se construire. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on contrôle, il faut qu'on agisse. Et le premier pas, ça va être de mettre un bulletin dans l'urne pour les présidentielles. Et après, je pense que c'est le premier pas pour construire une société plus démocratique. Ok, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a du coup quand même plusieurs raisons pour lesquelles les gens choisissent de s'abstenir. Bah il y a déjà un peu la flemme. Là en l'occurrence, il y a pas grand-chose à répondre. Il faut se bouger. Il y a un peu l'idée aussi, bah justement comme tu l'as dit, les candidats se ressemblent tous. Ouais. J'avoue que, en tout cas moi personnellement, je trouve pas spécialement, dans le sens que, bah si tu prends par exemple quelque chose de très précis comme par exemple l'école, et ben si tu votes Zemmour, Macron ou Mélenchon, les impacts sur l'école, ça va pas du tout être les mêmes, quoi. Il y en a un qui veut baisser le salaire des enseignants, l'autre qui veut augmenter tout et puis avoir moins d'enfants par classe, et puis l'autre qui veut enlever tous les profs de gauche, quoi. Donc c'est pas vraiment ça les mesures, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, Moi, mais... pour moi, c'est quand même très différent les mesures que chacun propose. Ouais, mais je pense que ce qui a déplu aux Français, c'est que pendant des décennies, donc enfin, c'était un peu le choix entre le PS et les Républicains. Mhm. Et en fait, si tu regardes un peu la continuité entre les différents mandats, bah, finalement, ils n'ont pas changé énormément de choses. En fait, ils se ressemblaient tous énormément, du moins pour les candidats élus, pas forcément pour les autres candidats. Et puis, on ne sait pas, parce que finalement, Macron, il nous avait vendu toute une idée un peu oh, ça va être révolutionnaire, je suis ni de gauche ni de droite. Mais bon, finalement, c'était complètement dans la lignée de ses prédécesseurs. Mhm. D'Hollande, d'ailleurs, il a été ministre sous Hollande, donc bon, forcément, ça aide à continuer un peu dans cette lignée. Et Hollande, c'était pareil. Finalement, il a fait des lois. En fait, c'est ce que je dis ça dans une de mes vidéos au sujet de la gauche et de la droite. Le problème, c'est que si on regarde, c'est beaucoup, enfin, la politique nationale qui est adoptée, elle est beaucoup plus opportuniste que liée à l'identité de tel ou tel parti. Ça va être selon les circonstances. Ça va être en fonction de ce qui se passe. On va augmenter les impôts, on va baisser les impôts. C'est pas plus la droite qui va baisser les impôts. C'est faux. Mhm. Si on regarde sur la continuité, il y a même des gouvernements de droite qui ont énormément augmenté les impôts. Pourtant, c'est un peu le cliché quand on parle de gauche et de droite. Et il y a des gouvernements de gauche qui ont diminué les impôts. Donc, c'est très intéressant de voir. Mais du coup, par exemple, sur des mesures phares des candidats, disons, c'est quand même assez probable qu'ils les appliquent. Par exemple, si Zemmour est élu, c'est sûr qu'il y aura quand même plus d'impact sur l'immigration que si c'est avec Macron. Et puis si c'est Mélenchon qui est élu, par exemple, c'est quand même très probable qu'ils mettent réellement en place la 6e République ou ce genre de choses. Ou bien non. Oui, oui, en un sens, mais en fait, je pense déjà que si Mélenchon ou Zemmour sont élus, enfin un des deux, ça va être très très compliqué de gouverner. Parce que derrière, va y avoir une Assemblée nationale qui ne sera, enfin, que je ne pense pas qu'il sera majoritaire de leur parti. Tout simplement déjà parce que je pense qu'il n'y a même pas assez de gens pour placer sur les bancs de l'Assemblée. Et donc en fait, finalement, je pense pas que demain, si Zemmour est élu, tout le monde va rentrer chez soi. Hein, tous les immigrés vont être réimmigrés chez eux. Non, je ne pense pas. Et ça va être assez compliqué d'appliquer sa politique. Et puis finalement, en fait, je pense que ça traduit quelque chose qui finalement, en fait, se retrouve chez tous les hommes politiques qui ont été élus en tant que président durant les 5 dernières décennies. C'est surtout, en fait, comment je vais faire pour me maintenir au pouvoir, comment je vais faire pour être populaire. Et finalement, on s'adapte, en fait.
si les Français évoluent, c'est pas pour ça, enfin, c'est pas parce qu'ils avaient dit ça dans leur programme que ils vont faire ça si ça les rend impopulaires. Je ne pense pas. Donc, franchement, bon, après, voilà, on n'a jamais vu de candidat aussi extrême que Zemmour se faire élire. Mais, parce que, enfin, pour moi, selon moi, Mélenchon, il est assez extrême, mais beaucoup moins que Zemmour. En un sens où je pense que, comment ça s'appelle, la fenêtre d'Overton. Voilà, exactement. Je considère Mélenchon est très à gauche, mais le spectre politique s'est tellement droitisé que si on regarde le PS de Hollande, franchement, c'était pas vraiment à gauche, quoi. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un retour à une gauche d'il y a 40 ans, tu vois, avec Mélenchon. Mais je pense que c'est vraiment droitisé, mais on voit ça. Zemmour qui rend presque Le Pen sympathique, comme une... Enfin voilà, c'est comme si finalement Le Pen, ça va, elle est pas si à droite. On s'en rend compte. Et ça contribue. Et ça faisait ça aussi aux États-Unis avec Trump, qui a complètement rendu un discours qui aurait paru aberrant il y a 10 ans, complètement normal. Et ça, c'est hyper intéressant de le constater. Mais même si Mélenchon est élu, parce que justement, il est considéré comme extrême, presque tout autant que Zemmour, en fait. Parce que puisque finalement, les Français se sont droitisés dans l'ensemble, et ben finalement, l'opinion des gens, ça crée en fait ce qui va se passer en termes de résistance à l'Assemblée nationale. Et en plus, pour modifier la Constitution, c'est extrêmement compliqué. Il va falloir qu'il ait le Sénat avec lui, il va falloir qu'il ait l'Assemblée avec lui, et voire plus. Je vais regarder tout ça. Mais ouais, c'est... je pense que... Mais du coup, si tous ces candidats, ils proposent des choses finalement que en grande partie, en tout cas, ils vont pas tenir, mais en plus... justement... qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent moi du coup je vais pas voter vu que de toute façon peu importe qui ce sera le président ou la présidente, ça va rien changer quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que oui, il va falloir agir. Déjà ouais, c'est vrai que porter un candidat qui va vouloir changer le système, ça peut être pas mal. Et puis ça dépendra des Français. Mais c'est vrai que c'est assez dommage d'ailleurs de pas voir au niveau de la droite ou au niveau du centre des propositions pour changer un peu le système. Dans le sens où notre système, la Ve République, a des avantages, bien sûr. D'ailleurs, dans le texte lui-même, dans la Constitution, il n'est pas si mal, ce régime, mais il n'est absolument pas respecté en pratique. Donc, tant que les Français vont pas s'informer là-dessus, vont pas être conscients de ça, et vont pas essayer d'avoir une action dessus, ça va être très compliqué de changer. Mais je pense que voter et s'informer en vue des présidentielles, c'est le premier pas, parce que quand on commence à s'informer sur la politique pour faire son choix, finalement, on va se rendre compte de tous ces problèmes-là, inhérents à notre système, et on va avoir plus de volonté de changer. Et quand les candidats vont voir que c'est quelque chose qui préoccupe les Français, ils vont adapter leur discours en conséquence, parce que, bon, quitte à être cynique, allons jusqu'au bout. C'est vrai, si les candidats n'en ont rien à faire de vraiment de respecter leurs convictions, mais qui veulent seulement plaire aux Français et seulement acquérir le pouvoir, la bonne manière de les inciter, c'est d'avoir cette demande-là. Par exemple, s'il y a un sondage sur un changement de système, là, de s'exprimer en masse pour exprimer son choix politique. Un autre truc, c'est que il faudrait complètement, ce qui serait intéressant aussi, c'est que les gens s'engagent en politique. Les gens qui défendent ça, au lieu d'être anti-système, non, il faut se faire élire à l'Assemblée, il faut se faire élire dans les mairies, il faut vraiment essayer d'aller s'infiltrer dans le système actuel pour pouvoir le changer de l'intérieur. Parce que je ne pense pas, si on n'est pas d'accord avec le système, je pense pas que ça changera autrement que par les urnes. Donc il va falloir aller voter quoi qu'il arrive. Et rien que le symbole, tu vois, peut-être que Mélenchon, s'il est élu, n'arrivera pas à changer de système, mais il aura été quand même élu là-dessus. Donc là, ça va envoyer un signal fort. C'est comme si, par exemple, Jadot était élu. Si Jadot est élu, ça envoie un signal fort du fait que les Français, la priorité numéro 1, c'est l'écologie. Quoique le programme de Jadot n'est pas le plus ambitieux en termes d'écologie, mais c'est juste un symbole, c'est le parti de l'écologie. Donc ça, tu vois, même s'il n'y arrive pas finalement, c'est un signal extrêmement fort envoyé à l'ensemble de la classe politique.
Mhm. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis justement, est-ce que l'abstention ou même le vote blanc, peut-être plus, parce que l'abstention, ça peut aussi être vu comme un signe. Enfin, disons que l'abstention, ça veut pas dire grand-chose parce que on peut très bien croire que c'est 60% des Français qui ont la flemme. On sait pas si c'est un Ouais. signe de protestation politique ou pas. Là où le vote blanc, on sait quand même en général que ça veut dire qu'on n'a pas trouvé dans les candidats qui nous sont présentés quelqu'un qui nous correspond vraiment, etc. Donc, est-ce Mm. que, par exemple, le vote blanc, ça peut être un bon système pour protester contre le système ou bien non? Bah, le problème du vote blanc, c'est déjà qu'il y a deux problèmes principaux selon moi. Déjà qu'il y a un profond un profond mépris de la classe politique envers le vote blanc, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de complètement s'en foutre, à part dire oh vraiment c'est des irresponsables, ou alors de dire oh non mais les Français ils s'engagent autrement, ils ont plus envie d'aller voter, enfin voilà, ils disent ça. Et en fait le problème du vote blanc, deuxième problème, c'est qu'il est blanc. Par définition, tu n'exprimes rien à part que tu n'es pas d'accord avec l'ensemble des choses. C'est pas un contre-truc, tu vois. Alors que voter, par exemple, un vote écologiste ou voter Zemmour, bah là, t'as quelque chose derrière, même s'il n'est pas élu. Tu Hmm. indiques ton opinion. T'as forcément des choses avec lesquelles tu es d'accord dans l'ensemble des candidats, tu vois. Et je pense que le vote blanc, ça peut être bien, mais je pense que c'est mieux de voter pour un candidat, même s'il va pas être élu forcément, pour envoyer un signal fort, comme je le disais tout à l'heure. Parce que le vote blanc, en fait, puisque finalement elle n'est pas comptabilisée, bah ça va pas changer grand-chose. C'est ça le Mhm. problème. Et c'est aussi le mépris qu'il y a autour de ça. S'il était comptabilisé, et si ça pouvait faire changer l'issue de l'élection, oui, dans ce cas, oui. Et d'ailleurs, je pense que ce serait vraiment très bien de mettre en place la comptabilisation du vote blanc, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas compté dans les suffrages exprimés. C'est-à-dire que si par exemple on avait pris en compte le vote blanc en 2012, Mhm. François Hollande, enfin l'élection de François Hollande, elle aurait été invalidée. Mhm. Et Emmanuel Macron, pareil. Donc c'est très important de réfléchir à ça. Mais dans l'état actuel des choses, je trouve qu'un vote blanc n'exprime pas grand-chose. Et même s'il était comptabilisé, en soi, au deuxième tour, mais au premier tour, je pense pas que ce soit une solution. Donc même s'il y a aucun candidat qui nous plaît vraiment, autant prendre le candidat qui nous plaît, enfin le moins pire, quoi. Comme ça, au Oui. moins, ça exprime certaines idées politiques, quoi. Parce que c'est vrai que le problème du vote blanc, c'est à quelque part, ben, par exemple, si on est complètement de droite et puis qu'on vote blanc, et ben la question à se poser, c'est aussi est-ce que ce vote blanc peut être confondu avec un vote blanc de gauche à quelque part, tu Bah oui, vois? mais c'est totalement C'est ça le vrai que ça problème. exprime pas d'opinion claire et du coup ça Hum. montre pas que les Français s'intéressent à telle ou telle chose. Mais après, Oui, voilà. c'est vrai que c'est compliqué aussi de dire à quelqu'un qui n'aime personne et puis qui trouve que de toute façon ça va rien changer, etc. Ben allez quand même voter et puis enfin tu vois ce que je veux dire. Et puis en plus si tu Ouais, te mais sens un là, peu trahi tu me par dis la quelqu'un, classe politique. bah tu prends l'hypothèse de quelqu'un qui ne se retrouve dans rien. Hmm. Alors, il faut différencier l'homme politique qui qui va potentiellement faire exactement comme les autres s'il est élu, et le programme et les idées qu'il porte. Donc, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ok, on peut ne pas se retrouver dans l'homme politique en lui-même, le candidat en lui-même, mais il est impossible qu'on n'ait pas d'affinité avec certaines mesures dans les programmes des candidats. Et Mhm. là, le but, ça va être de lister l'affinité qu'on a en fait avec les différents projets et non les différents candidats. Et là, d'aller soutenir, en fait, d'aller mettre son bulletin pour un bulletin qui justement est coloré entre guillemets et qui va vraiment exprimer notre opinion et donner de l'importance parce que faut pas croire. Enfin, ce qui est très drôle, par exemple, c'est que les programmes politiques, ils sont rédigés souvent à partir de sondages d'opinion. Et Mhm. en fait, l'élection présidentielle, c'est un sondage géant où on va exprimer notre opinion à l'échelle nationale. Donc ça, c'est très intéressant de... Je pense, au deuxième tour, ça peut être bien. Parce que là, pour le coup, comme tu disais, là, pour le coup, entre deux projets, il est totalement possible qu'on n'ait pas d'affinité avec l'un des deux. Par exemple, Mhm. Le Pen-Macron, voilà. Il y a plein d'autres possibilités qui ne sont absolument pas abordées dans les deux programmes et qui peuvent être complètement contraires à la ligne politique de telle ou telle personne. Mhm. Donc là, oui. Mais au premier tour, je pense que c'est beaucoup plus utile d'aller voter
une certaine couleur politique pour exprimer son opinion. Pour simplement que la classe, en fait... Ouais. Comment ? Simplement, en fait, pour que la classe politique et médiatique se rende compte de quelles sont les vraies préoccupations, entre guillemets, des Français. C'est surtout ça le but du vote. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai une amie, elle sait très bien que c'est pas forcément le vote utile au premier tour de voter Jadot, mais pour elle, et que, en fait, Jadot a un programme moins ambitieux écologiquement que Mélenchon, mais pour elle, le but, c'est d'envoyer un signal fort. Parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'une grande partie des Français ne le savent pas que Mélenchon a un programme plus ambitieux que Jadot. Et puisque elle pense que de toute façon Mélenchon ne sera pas élu, elle préfère aller déposer un signal dans l'urne, qui est un signal de préoccupation au niveau de l'environnement, plutôt que de voter Mélenchon, qui pourtant, en fait, sur le projet, est plus en accord avec elle, ce qu'elle défend. C'est aussi une question de perception. Et du coup, par exemple, s'il y aurait beaucoup de gens qui votent blanc, par exemple, imaginons 30-40% de vote blanc au premier tour ou au second tour, est-ce que il y aurait justement, est-ce que à quelque part ça donnerait pas aussi l'idée à la personne qui va être élue justement de comptabiliser le vote blanc, ou bien de prendre en compte le fait que la majorité des Français, l'opinion de la majorité des Français, c'est que le pouvoir en place, que le système qu'il y a autour même ne fonctionne pas très bien. Moi, je pense que ces personnes, clairement, oui, la seule proposition que porte un vote blanc, c'est de comptabiliser le vote blanc. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On peut pas dire qu'il est totalement blanc, en fait. Il a quand même une proposition dans ce vote blanc qui en fait, soutient tout ça. C'est le fait, oui, comptabiliser le vote blanc, c'est hyper important. Par contre, derrière, il faut arrêter de se voler la face. Moi, je ne pense vraiment pas que le président élu en aura quelque chose à faire de ça. Enfin, il va pas se dire « Ah, tiens, les institutions, bon, qui m'ont mené... Oh, tiens, je vais abandonner ma candidature. » C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de votes blancs. Non, pas du tout. Le pouvoir, quand on l'a, on le garde. Voilà, c'est pour ça, en fait, qu'ils méprisent les gens qui votent blanc en permanence. C'est pour ça. C'est parce que ils ne veulent pas admettre que c'est peut-être de leur faute, que c'est peut-être il y a eu un petit problème et qu'ils ne sont pas totalement étrangers à ce problème-là, et ils ne l'admettront pas. Ils ne l'admettront pas. C'est clairement pas dans leur intérêt. Donc non, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire « Ah tiens, ça va pas, qu'est-ce qu'on va faire ?» De toute façon, les votes blancs, ils sont mélangés entre plein de familles politiques. Derrière, il y a des projets, derrière, il y a des mesures. Il va falloir mettre en place quelque chose. À part le fait de reconnaître le vote blanc, il n'y a rien qui est lisible dans cet acte. Et encore une fois, je suis pour sa comptabilisation, mais c'est juste que, voilà, enfin, vraiment, il faut distinguer premier tour et deuxième tour. C'est très important. Et puis, justement, tu dis que en grande partie, en tout cas, c'est une bonne partie, disons, que si un président ou une présidente est élu, elle pourra pas mettre en place son programme parce que justement, elle a pas tous les pouvoirs, et notamment il y a cette notion de cohabitation. Et ça, c'est des gens, c'est des choses que les gens, en tout cas, pour discuter un peu avec des gens, la plupart ne connaissent pas ça. Ils ont dit. Qu'est-ce que c'est Pourquoi les présidents pourraient pas mettre ça en place? Attends, pourquoi les présidents ne pourraient pas mettre toutes leurs mesures en place? À cause de la cohabitation, par exemple. Okay. Ou d'autres. Bon, là, alors, donc ça, c'est un peu long. Donc, on va tout reprendre au niveau de la cohabitation, comme ça, j'explique ce que c'est, j'explique pourquoi il y en a plus, et ensuite, j'explique pourquoi il y en aura peut-être demain. Il y aura peut-être une cohabitation. Donc, la cohabitation, c'est un phénomène politique où il y a un président qui est élu et une majorité à l'Assemblée nationale qui est différente. Et donc, en fait, un Premier ministre qui va être choisi par l'opposition au parti du président qui est en place. Donc, ils ne sont pas du même parti. Le président et le Premier ministre ne sont pas du même parti. C'est pas le président qui va choisir son ministre. C'est l'Assemblée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a eu plusieurs cohabitations en France. Mais qu'est-ce qui a fait que la cohabitation, c'est un peu de l'histoire ancienne et que c'est très peu probable, ça a été très peu probable que ça se présente comme situation politique depuis cet événement, c'est que en fait Chirac a fait voter le fait que
en fait, le passage du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. En fait, avant, il y avait un mandat présidentiel de 7 ans, et en fait, les élections législatives et les élections présidentielles étaient décalées. C'est-à-dire que au bout de 5 ans, il y avait de nouveau les élections législatives. Et là, le président, en fait, il pouvait se retrouver à gouverner avec une majorité qui était différente de la sienne. Et à ce moment-là, c'était encore possible. Sauf que comme il a fait passer le mandat de 7 à 5 ans, ça a, coordonné les dates des élections législatives et les dates des présidentielles. Et en plus, alors là, c'était vraiment un coup, le dernier coup à la cohabitation qui l'a rendu presque impossible, c'est que en fait, il a inversé les élections présidentielles et les élections législatives. C'est-à-dire qu'avant, les élections législatives, c'était avant les élections présidentielles. Et donc, en fait, l'élection qui vient avant, elle conditionne l'élection d'après. Et là, il a inversé. Il a mis l'élection présidentielle en premier. Et donc, en fait, l'élection présidentielle, elle conditionne énormément le résultat des élections législatives, surtout que c'est le même mode de scrutin. Et donc, à 2 tours. Et en fait, finalement, les gens, ils vont voter un peu comme ils ont voté pour leur président, avec le même parti. Et finalement, du coup, on se retrouve avec un président qui a forcément une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc là-dessus, il y a une totale confusion entre les pouvoirs de l'exécutif et le pouvoir législatif, puisqu'en fait, le président, c'est le chef du parti qui est majoritaire à l'Assemblée. Et est-ce que les membres du parti vont aller se risquer à voter contre des propositions de loi émanant de leur chef de parti? En général, non. Et il y a aussi un phénomène qui s'est passé, c'est que avant, les projets de loi, donc on était avant le passage au quinquennat, les projets de loi, c'était des propositions de loi, elles étaient plus portées aussi par les députés, et aujourd'hui, c'est beaucoup des projets de loi qui sont proposés par le gouvernement, et donc le président fait de plus en plus la loi. Et c'est pour ça que donc l'article 34 de notre Constitution, qui détermine ce qui n'est pas possible de faire quand on est l'exécutif et ce qui est réservé au domaine de la loi, c'est-à-dire au Parlement, et en fait, aujourd'hui, le président, il touche à tout, quoi. Il peut avoir accès à tous ces domaines-là. Et voilà, c'est assez problématique. Et ce que je dis dans ma dernière vidéo, c'est que quand on lit les programmes des candidats, en fait, on a un peu l'impression qu'on est de retour en monarchie, sous l'Empire. Enfin, voilà, on a l'impression que le président, il fait ce qu'il veut. Et il peut faire l'éducation, le droit du travail, il peut tout faire. Et donc, c'est très intéressant. C'est vraiment les programmes, je vais tout changer. Mais ouais, donc c'est intéressant de voir ça. Et c'est pour ça que le passage à la 6ème République, à une république où justement on donne plus de pouvoir aux députés peut être intéressant. Mais, et c'est ce que je dis, désolée, je suis un peu longue. Non, vas-y. Mais ce que je dis dans ma dernière vidéo, c'est que il est possible, et je pense que c'est l'élection où c'est vraiment le plus probable depuis le passage à la 5e, depuis le passage au quinquennat, c'est que, en fait, donc l'hypothèse la plus probable, c'est que Macron soit élu, selon les sondages. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Macron, il va peut-être pas obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que, en fait, le parti En Marche est hyper faible. Les députés ont beaucoup déçu, les députés En Marche. D'ailleurs, c'était des gens qui n'étaient pas issus de la classe politique en général, c'était des gens qui étaient issus de la société civile. Les personnes n'en sont pas vraiment satisfaites. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est possible que ce soit les Républicains, par exemple, qui aient une majorité. Voilà, il peut y avoir plein de possibilités. Mais je ne pense pas que Macron pourra gouverner de manière aussi simple qu'avant. Et ça me vient... C'était lors d'une conférence donc donnée par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, donc les auteurs de Macron, le traître et le néant. Donc on peut croire avec ce titre qu'ils sont à charge contre Macron et que forcément ils vont dire des absurdités, ils vont être pas très favorables à tout ça. Mais ce qu'ils disent, c'est que les personnes du parti En Marche eux-mêmes le pensent. C'est-à-dire que là, c'est même pas leurs petites hypothèses. Non, c'est-à-dire qu'ils se disent, Macron lui-même, je pense, se rend compte que ça va être compliqué d'avoir une majorité. Mais bon, comme Macron est une très bonne girouette et qu'il est au centre, ça va être, je pense, plus facile de gouverner que si c'est un Mélenchon ou un Zemmour qui est élu, où là aussi, la majorité va être difficile à avoir.
parce que les gens vont faire barrage s'ils sont élus aux législatives, que ce soit Zemmour comme Mélenchon. Et à ce moment-là, ça va être hyper difficile de gouverner, surtout avec des gens aussi têtus que Zemmour et Mélenchon, quoi. Donc c'est intéressant et c'est très probable qu'il y ait une cohabitation. Après, je me trompe peut-être, hein, je ne vois pas dans le futur encore, mais voilà, c'est hyper intéressant de considérer cette possibilité. Et je pense que ça peut être très très bien. Voilà, moi, je suis pour une cohabitation qui va redonner du pouvoir au Parlement. Et ça serait vraiment génial. Enfin, pour moi, ça serait super. On aurait enfin un vrai débat parlementaire, on aurait vraiment une assemblée qui compte. On va regarder, limite l'Assemblée, ce sera plus important. Parce que ce sera un Premier ministre qui sera pas à la botte de Macron. C'est incroyable. Il faut savoir que la soumission du Premier ministre au président, c'est complètement... c'est vraiment propre à la Ve République depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait que De Gaulle faisait signer à son Premier ministre des lettres de démission pour pouvoir les renvoyer quand il voulait. Parce que normalement, le président, il ne peut pas dire « Ah, Édouard Philippe, tu te barres ». Non, normalement, c'est le Premier ministre, il n'est pas responsable devant le président. Donc ça peut être très intéressant de voir enfin un Premier ministre... vraiment, les gens ne vont pas en revenir, je pense, parce que c'est du jamais vu depuis des années. Mais du coup, ça veut dire aussi que si on vote pour un projet politique en espérant qu'il arrive vraiment à ce qui va arriver, quoi, genre on vote pour Zemmour parce que vraiment on en a marre de l'immigration et tout, en vrai, il est quand même fort probable que non seulement ça se mette pas en place, mais qu'il puisse même pas le mettre en place. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, les gens s'en rendent pas compte quand même à cette élection, non? J'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui parle de ça, alors que ça me paraît être un truc énorme quand même. Militants, ils considèrent les gens qui font les campagnes, déjà ils se disent, alors qu'il y a les sondages, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis un peu contre les sondages. Mais c'est pas ça le truc. C'est juste qu'ils sont en mode, ouais, Zemmour. Déjà, ils pensent que Zemmour va être élu. Donc, comment tu veux que derrière, ils se disent, ah mince, il est élu, mais ça se trouve, il va pas pouvoir respecter son programme. Alors là, non, les gens, ils se posent même... Mais c'est presque gravé dans l'esprit des Français que, pour eux, le président, il fait ce qu'il veut. Tu vois, non, mais c'est quand même grave parce que... Hein? Ouais, voilà. Roi. Et ils se posent même pas la question de... Alors que, c'est complètement révoltant. C'est terrible. Pour moi, c'est... Et puis est-ce que tu penses qu'à cette élection, précisément, un peu tout est joué d'avance? Dans le sens que tu regardes un peu les sondages, c'est Macron avec 30%, quelque chose comme ça, et puis qui de toute façon va passer et qui va passer au second tour. J'ai vu qu'il y avait aussi des trucs, si Le Pen était élue au second tour, peut-être que elle pourrait passer aux autres choses. Mais en gros, si on vote quelqu'un d'autre que Macron ou Le Pen, il y a des chances pour que ça passe ou pas? Je pense qu'il y a certains candidats, c'est possible, notamment Pécresse, c'est peut-être probable, Mélenchon, et voilà. Enfin, Zemmour, il est quand même un peu en retard là. Ça va être un peu compliqué, je pense, mais je pense que ouais, il faut cette élection. Mais est-ce que ces candidats, ils pourraient aussi passer au second tour? Enfin, est-ce qu'ils pourraient être président, je veux dire, c'est ça le truc. Comment? En fait, le truc, c'est que peut-être que le second tour sera pas Macron contre Marine Le Pen, mais Macron contre Mélenchon ou Macron contre Zemmour ou comme ça. Mais pour devenir président, est-ce que c'est possible que la personne qui se trouve en face de Macron remporte vraiment l'élection présidentielle? Pécresse, c'est assez probable. Bon, sachant que de toute façon, Macron-Pécresse, c'est pas hyper éloigné. Donc franchement, par exemple, ceux qui votent Zemmour, ils devraient... je dis ça comme ça, mais voter Pécresse, c'est peut-être le vote utile. Parce que, sachant que, justement, comme je disais, il s'inspire des opinions des Français. Quand tu es à droite, tu vas aller prendre les sujets de l'immigration pour essayer de t'accaparer l'électorat. Donc, Pécresse, elle est quand même assez... voilà, niveau immigration, elle rigole pas. Et par contre, c'est vrai que pour ce qui est de Mélenchon et pour ce qui est de Marine Le Pen, ça va être assez compliqué dans le sens où, quoique Marine Le Pen, comme elle s'est un peu dédiabolisée grâce à Zemmour, c'est possible peut-être que les gens,
peut-être que le vote blanc de cette fois, ça va être un vote Le Pen, tu vois. Genre, ras-le-bol, on veut changer, on un peu plus de Macron, quoi. Tu vois. Ouais, aujourd'hui, il y a quand même une grande partie, en tout cas, qui sont en mode tout sauf Macron, quoi. Peu importe qui ça sera au second tour, ils voteront pour la personne à la place de Macron. Et justement, tu parles pas mal de vote utile. Toi, tu penses quoi, justement? Est-ce que vraiment on devrait voter utile, ou bien est-ce que c'est mieux de voter en fonction de ses convictions? Enfin, qu'est-ce que tu penses du vote utile, du coup? Je pense qu'il faut faire un mix. Je pense que le vote utile est nécessaire. Voilà. Je sais que c'est pas très populaire comme vision, mais je pense que c'est hyper important de voter utile. Surtout si on veut faire avancer les choses, parce qu'en fait, finalement, bon, ça exprime ta conviction au premier tour. Mais finalement, ça se rapproche pas mal du vote blanc, sachant qu'in fine, ça va être écarté, quoi. Donc c'est ça le problème. Et je pense que c'est un savant mélange entre nos convictions, et ça justement j'en parle dans mes vidéos, des manières de vraiment se situer. Il faut se situer, et ensuite il faut aller bombarder pour rendre nos idées possibles, ou ce qui s'en rapproche le plus. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que voilà, il y a des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on pense, mais il va falloir, je pense, faire des choix réfléchis et faire un mix entre voter utile, parce que si on pousse l'idée du vote utile jusqu'au bout, on vote Macron, tu vois. Parce que c'est celui qui a le plus de chances d'être élu, tu vois. Mais non, il faut adapter. Il faut adapter à nos convictions. Il faut faire une sorte de moyenne, se placer sur le spectre et prendre le candidat, je dirais. Moi, je pense que pour donner une technique concrète à appliquer, tu te places sur le spectre, gauche, centre, droite. Même pas extrême gauche, même pas extrême droite. Et tu prends le candidat qui a le plus de chances d'être élu. Pour l'instant, ça doit être comme ça. Après, j'espère que ça évoluera. Par exemple, on pourrait en parler en termes de... On pourrait, par exemple, changer changer le système, donc revenir, pas forcément... Enfin, revenir, par exemple, à un système où le président n'est pas élu au suffrage universel direct, mais indirect, par exemple. Ou des choses comme ça. Chose qui se faisait avant que De Gaulle change tout ça. Mais voilà, je pense que pour l'instant, ouais, le vote utile... Mais en fait, c'est notre mode de scrutin. Ça rend le vote utile essentiel. C'est ça le problème. Et puis du coup, si on veut plus de démocratie, tu vois, quand on dit ce système comme il est, de toute façon, il va mettre au pouvoir des gens qui vont pas faire grand-chose, qui leur donnent pas vraiment de pouvoir, mais en même temps tout le monde croit qu'ils ont du pouvoir. Enfin, c'est un peu un bordel pas possible. Je pense que beaucoup de gens, ouais, vas-y. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont énormément de pouvoir. Mais ils font pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, si on veut aller justement vers plus de démocratie pour pouvoir avoir par exemple un impact direct sur les lois, ou pouvoir faire des référendums d'initiative citoyenne, ou ce genre de choses. Tu penses que le plus efficace, c'est l'abstention, le vote blanc, voter pour un candidat, faire la révolution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent se faire. Je n'ai pas totalement mis de côté mes idées révolutionnaires. C'est pas une révolution par les armes. C'est une révolution, je pense, qui pourrait passer par exemple par les réseaux sociaux. C'est une révolution de l'expression, de l'intérêt. C'est-à-dire que les Français, il faut qu'ils s'informent et il faut qu'ils agissent. C'est pas, enfin, oui, c'est très bien de s'engager dans l'associatif, mais c'est pas ça qui va changer les choses sur le global. Et il y a des gens qui s'en frottent les mains, en fait. Il y a des gens qui sont super contents qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Bah non, il faut pas les laisser. Donc, faudrait qu'il y ait une révolution dans le sens où on fasse vraiment pression. Mais même les manifestations, ça, c'est pas forcément... Je pense qu'il faut faire pression en s'infiltrant dans le système. Ou en faisant entendre sa voix, quoi. C'est vraiment hyper important pour moi. En s'informant, en s'instruisant, en prenant la parole sur les réseaux sociaux. C'est une révolution qui peut marcher. Ensuite, alors il y avait quoi? Voter blanc. Bon, comme j'ai dit, non, ça va pas changer les choses. À part faire comptabiliser le vote blanc. Mais de toute façon, on fait comptabiliser le vote blanc. Au deuxième tour, les élections sont invalidées. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On refait une élection. Si derrière, il n'y a pas eu tout le processus, si derrière, il n'y a pas eu cet engagement des gens, s'il n'y a pas eu des gens qui sont candidats et qui sont intéressants et qui veulent œuvrer pour l'intérêt général, ça ne va rien changer. On va refaire les élections.
Et voilà, et ça peut continuer longtemps hein, à valider comme ça et complètement paralyser le système. Donc voilà, moi je suis pour la comptabilisation, mais il faut penser à un après. Qu'est-ce qu'on fait si on invalide une élection? Bah on refait une élection, c'est exactement la même, et ça va rien changer. Ensuite, oui, bon après les politiques pourraient évoluer pour s'adapter, enfin voilà. Et c'est quoi le dernier truc? Alors je t'avais dit l'abstention, mais du coup on a déjà plus ou moins répondu que ça servait à rien, que c'était encore pire que le vote blanc. Donc donc ouais. Et puis Oui, et puis justement, l'évolution tu penses que aller vers plus de démocratie, ça serait quoi concrètement par exemple toi le modèle démocratique qui te parle le plus par exemple quelles sont les mesures justement, tu parlais de différents scrutins ou de votes non directs, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, quel serait selon moi le modèle idéal pour aller vers plus de démocratie, c'est ça? Par exemple, ouais. C'est assez large, oui. Comme tu dis, il faut peut-être penser niveau vote. Mais je pense que le plus important, c'est de garantir le fait que la Constitution est respectée. Ou alors de changer de Constitution. Mais là, c'est plus possible. Le président a tous les pouvoirs. Il faut mettre fin à ça. C'est complètement inacceptable. Le président, de base, c'est pas le chef. C'est le Premier ministre. Le président, c'est le garant c'est l'arbitre des institutions. Il n'est pas censé être impliqué dans la politique nationale si on lit la Constitution. Donc ça, c'est pas possible. Donc déjà, il faut garantir la séparation des pouvoirs, qui n'est pas du tout garantie en France. D'ailleurs, c'est quand même assez inquiétant quand on sait que la séparation des pouvoirs, c'est une des conditions de la démocratie. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Ensuite, je pense qu'il pourrait être très bien, mais ça, c'est un peu voilà mon côté un peu idéaliste. Je pense qu'une assemblée des citoyens, donc tirée au sort, ça pourrait être une bonne solution. Parce que par exemple, on a vu ça avec comment ça s'appelait déjà? Ah, tu sais, les discussions sur le climat. La Convention citoyenne pour le climat. Oui, voilà. Exactement. Bah, puisque c'est pas institutionnalisé, et bah, ils s'en sont complètement. Ils n'ont absolument pas tenu compte de cette assemblée, de cette convention. Et ça, c'est quand même grave. Et je pense que voilà, ça pourrait être très intéressant d'avoir une assemblée citoyenne, peut-être, enfin, deux assemblées, une assemblée nationale et une assemblée citoyenne, comme on a aujourd'hui, sauf qu'il n'y a plus le Sénat ou il n'y a plus l'assemblée, enfin voilà, que sais-je, enfin voilà, un truc comme ça. Et ça pourrait être très intéressant, avec, par exemple, quand les gens seraient tirés au sort, une formation obligatoire en droit constitutionnel, en économie, et ça pourrait être vraiment génial, avec un salaire, bien sûr, qui serait conséquent pour pouvoir faire que les gens seraient incités à suivre ces formations. Ça serait, je pense, très bien. Et ensuite, comment plus de démocratie? Ça passe aussi par l'éducation. Il faut réformer le système éducatif pour que les Français, ils ne soient pas... le seul contact qu'ils aient avec l'histoire de nos institutions et le fonctionnement de nos institutions, c'est un cours d'éducation civique qui est souvent même pas dispensé par ton prof d'histoire parce qu'il veut rattraper le programme parce que tu as le bac qui arrive dans 2 mois. Enfin, voilà, c'est pas possible à un moment. On ne peut pas dire qu'on est en démocratie quand les gens ne savent même pas comment fonctionne, enfin, quand certaines personnes ne savent même pas comment fonctionne, mais pas de leur faute, hein. Moi, je suis arrivée en droit constitutionnel l'année dernière, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment je sais pas ça, quoi? Comment on m'a pas dit ça plus tôt? C'est quand même... Enfin, pour moi, c'est une aberration. Donc voilà, pour moi, ça serait un peu le système idéal, un système où les gens sont informés, où du coup, ils sont incités à prendre la parole et à s'exprimer. Parce que voilà, quand tu as les clés, quand tu as les outils, tu prends la parole, tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. Une assemblée citoyenne, je pense que ça pourrait être pas mal. Et bien sûr, une séparation des pouvoirs qui est garantie. Et puis, qu'est-ce que tu penses, par exemple, on entend beaucoup parler ces temps du jugement majoritaire. Le jugement majoritaire comme la primaire populaire? Un peu, ouais. Ouais, c'est bien. Le problème, c'est que ça va favoriser les candidats au centre. Donc, une plus grande inertie, je pense, finalement. Parce que, voilà, ça va faire beaucoup de centres et finalement, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, mais ça va renforcer ce phénomène. Quand on voit que c'était Taubira qui a été, par exemple, la primaire populaire qui a été choisie,
bah voilà, ça favorise, elle était un peu entre tout le monde, quoi. Et ça va favoriser ça. Après, pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas totalement contre. Je dis juste que si les Français veulent du changement, c'est pas vraiment avec ça qu'il y aura du changement, en fait. Là, si on a un jugement majoritaire, finalement, c'est quand même Macron qui est élu, hein. Ouais. Donc c'est ça. Et justement, bah, toi, tu parles beaucoup sur ta chaîne du coup de tous les critères différents pour choisir justement pour qui voter, comment déconstruire un petit peu toutes ces idées, parce que à quelque part, on pourrait se dire ah ouais, mais je vais juste regarder les clips de campagne et puis je vais choisir le clip qui me parle le plus, tu vois. Ouais. Et justement, je Bah non, trouve que surtout c'est pas. intéressant quand on commence à rentrer un peu dans le mode de fonctionnement, comprendre finalement que en fait, ce qu'on nous présente à longueur de journée dans les médias et ce que les présidents eux-mêmes disent, et ben en fait, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Non. Ils ont pas le pouvoir absolu, c'est pas une monarchie. Il y a tout un tas de choses comme ça qui, je pense, sont importantes à déconstruire, et je trouve que tu le fais super bien, notamment sur ta chaîne YouTube. Donc c'est vrai que je trouve super important comme mission. Et puis, bah, il y avait personne qui le faisait avant toi, donc c'est trop cool. Merci. Du Ouais, coup, c'est vrai que... ouais, vas-y, Ouais, pardon. vas-y seulement. Ah non, non, vas-y. Euh, Ça... je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, est-ce qu'avant de terminer cette interview, tu voulais encore rajouter quelque chose, ou bien est-ce que tu veux passer directement aux questions de fin? Ouais, je peux rajouter un truc. Je voulais juste dire aux gens de pas rester passifs, voilà, dans tout ce que j'ai dit, voilà, le plus important à retenir, c'est l'histoire de révolution démocratique sur les réseaux sociaux. Mhm. Et faut pas, même si vous vous sentez pas encore de prendre la parole, même si vous vous sentez pas encore, voilà, d'avoir toutes les connaissances, bah déjà informez-vous. Et surtout, bah, soutenez les créateurs qui essayent au quotidien de vous informer, qui eux prennent la parole. Et n'hésitez pas à prendre la parole à votre tour. Les soutenir, c'est pas. Et d'ailleurs, les soutenir, enfin, c'est pas forcément aller liker leurs trucs et absorber tout ce qu'ils disent. Non, les soutenir, c'est aussi leur répondre. C'est aussi aller interagir avec ce contenu-là, qui a beaucoup de. Enfin, c'est très difficile pour les créateurs, par exemple, comme moi, d'impliquer son audience parce que et donc finalement réagir à ça, c'est beaucoup plus facile de mettre un petit commentaire cœur en dessous d'un TikTok où il y a une petite danse. C'est vrai, ça prendra moins de temps qu'à d'aller contredire une personne qui a essayé de construire un raisonnement, mais c'est hyper important. Et soutenir, c'est pas forcément croire aveuglément à ce qu'on nous dit, c'est aussi venir discuter, c'est aussi voilà commenter. Ça crée une interaction. Et voilà, et surtout les gens qui sont nuancés aussi. Et essayez toujours de rester nuancé parce que voilà, les réseaux sociaux ne mettent pas en valeur ça, parce que les gens ne réagissent pas au contenu nuancé. Ils réagissent, mais vous laissez piéger dans ce... On se laisse tous, moi-même, on se laisse tous piéger dans ce cercle vicieux où on va aller répondre parce qu'on se sent attaqué personnellement. Non, le plus important, c'est de ne surtout pas répondre à ça et venir construire quelque chose de plus sain et de plus nuancé en répondant aux créateurs qui lancent le débat comme ça et pourquoi pas s'impliquer aussi dans le débat, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, est-ce que tu as encore de l'espoir dans tout ça? Dans le sens que quand quelqu'un, par exemple, qui a pas du tout conscience de tout ça, il écoute cette conversation, tu vois, il pourrait se dire ah mais en fait, ça, le président qui va être au pouvoir, ça va pas changer grand-chose. C'est ultra compliqué d'avoir plus de démocratie. Enfin, est-ce que t'as encore espoir que ça bouge un peu et puis qu'il se passe quelque chose, ou enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui pourraient être défaitistes, mais est-ce que c'est ton cas? Bah déjà, si j'avais pas d'espoir, je ne ferais rien. Enfin, je me prendrais pas la tête à... Enfin, voilà, moi, ma chaîne, je gagne rien, hein. Enfin, c'est même pas que je gagne rien en termes d'argent, c'est que j'ai pas vraiment... Enfin, sachant les études hyper exigeantes que je fais, ça me prend énormément de temps. Bah, si j'avais pas d'espoir, je m'en ficherais et je ferais rien. Non, moi, je pense que ça peut changer et c'est pour ça que j'agis. Et si moi-même, qui étais complètement défaitiste au lycée, presque en dépression, quoi, parce que justement, j'étais un peu dans ce nihilisme de me dire, mais ça sert à rien.
on est un peu pris de court quand on se rend compte qu'on est un peu qu'un grain de sable dans l'univers, ça c'est sûr, et que notre action va pas changer grand chose. Mais c'est justement, faut se rendre compte que c'est du collectif, c'est la somme de toutes les personnes qui vont prendre la parole qui va changer les choses. Et moi, mon but, d'ailleurs, dans ma chaîne, c'est de motiver les gens à prendre la parole et à changer les choses et à voter, à s'exprimer, patati patata quoi. Enfin c'est voilà, j'ai espoir parce que moi ça m'est arrivé. J'ai changé d'avis, en fait c'est rien que le fait que moi-même j'ai retrouvé l'espoir. Bah je pense que tout le monde peut le retrouver et c'est rien qu'en retrouvant espoir qu'on va changer les choses. Donc il ne manque plus que ça, que chacun ait de l'espoir ou que chacun ait conscience de la possibilité qu'il a de changer un tout petit peu les choses à son échelle. C'est comme le bulletin de vote dans l'urne. Un bulletin de vote tout seul, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais il faut savoir qu'il y a plein de gens peut-être qui vont venir s'ajouter à notre vote et ça va faire un mouvement d'ensemble qui va potentiellement porter au pouvoir des idées auxquelles on croit. Donc voilà, c'est hyper important. La classe. Et du coup, je te propose qu'on passe aux questions de fin, ça te va? Ouais. Alors, j'ai 2 questions de fin. La première, c'est si tu étais sur un podium et que tu avais l'humanité tout entière face à toi, tout le monde pour t'écouter, et que tu avais genre 2 minutes pour leur dire un truc, tu leur dirais quoi? Bah c'est un peu ce que je viens de dire du coup. C'est un peu... Bah non mais c'est vrai, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est exprimez-vous. Bah je viens de le dire du coup, j'ai pas le... Mais si tu devais faire déjà une synthèse. allez voter. Non, le premier pas, allez voter. Le deuxième pas, prenez la parole. Engagez-vous. Engagez-vous au niveau national et à votre propre échelle. C'est pas qu'au niveau associatif que ça va changer les choses. Non, il va infiltrer le système politique. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas en vous plaignant que vous allez changer les choses, c'est en agissant. C'est en utilisant le système actuel pour le retourner contre lui-même, pour le faire évoluer. Ensuite, voilà, exprimez-vous et surtout informez-vous. Vraiment, pour faire changer les choses, il suffit pas de se plaindre, il faut aussi savoir de quoi on parle. Il faut avoir une bonne connaissance de nos institutions pour mieux les faire évoluer. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, voilà, garder espoir parce que, voilà, si personnellement j'ai retrouvé espoir, vous pouvez retrouver espoir aussi. Et la somme de nos espoirs fera avancer les choses. Rien que ça. Donc vraiment, motivez-vous, prenez la parole et agissez, quoi. Agissez, parlez, changez les choses. Et voilà, c'est ce que j'aurais à dire à tout le monde. La classe. Eh ben, je ne peux que rejoindre ce magnifique message. Et si du coup les gens veulent en savoir plus sur toi, s'ils veulent découvrir un peu les idées que tu proposes, où est-ce qu'on les renvoie? Pour aller découvrir mon travail? Bah alors sur ma chaîne YouTube, donc là c'est vraiment là où je vais développer énormément ma pensée, ou enfin voilà mes astuces, où je vais présenter tous les biais qui peuvent vous enfermer dans des cercles vicieux et vous empêcher d'avoir les idées claires pour faire un choix. Après voilà, j'ai aussi Instagram, donc ma chaîne OBN, mon Instagram c'est Morgane OBN. Mon compte Instagram, c'est plus des petits contenus et qui sert aussi à rediriger vers le contenu plus approfondi de ma chaîne YouTube. Mais ça peut être bien aussi parce que si vous n'avez pas forcément le temps d'aller vous taper des vidéos, bon, elles sont pas très longues, 10 minutes. Bah voilà, il y a des petits reels, des petits trucs pour vous rappeler au quotidien que voilà, enfin voilà, pour vous faire un petit reminder, ouais, bah prenez la parole, lisez, informez-vous. J'essaie vraiment de motiver les gens. Voilà, de leur donner un maximum de choses à travers mes vidéos et à travers mes posts Instagram. Et j'ai aussi TikTok, mais bon, j'ai du mal à décoller sur TikTok. C'est aussi Morgane OBN. Bon, voilà. Peut-être plus tard, ça va se développer TikTok de toute façon. Mais voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Alors, je mettrai du coup le lien de tout ça, donc de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram et aussi de ton TikTok s'il y en a qui sont intéressés en description. Et puis, effectivement, j'invite tous les gens qui regardent ça à aller vous abonner surtout à la chaîne YouTube parce que vraiment, je le redis, mais le contenu que tu proposes, il y a personne qui le propose. En tout cas, pas à ma connaissance et pas en français.
Donc je pense que c'est vraiment super important que les gens soient informés sur le fonctionnement, sur tous les biais qui peuvent se cacher en politique. Et tu fais ça très bien. En plus, tu mets des petites touches d'humour, des machins, t'essayes de rendre ça le plus agréable possible. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc allez vous abonner à la chaîne de Morgane. Et puis du coup merci beaucoup d'être venu discuter avec moi, c'était super intéressant. Et puis à très bientôt, j'espère. Ouais, et oui, et d'ailleurs, ah oui, aussi, dernier truc, désolé. Aussi, si vous souhaitez, enfin, il y a s'abonner, ça c'est une chose, mais si vous souhaitez soutenir les créateurs, je pense que la meilleure façon, c'est de partager. Enfin, voilà, on s'en rend pas compte, mais si on veut changer les choses, il faut aussi mettre en valeur les contenus qui vont essayer d'apporter de l'utilité, qui vont essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et c'est pas en restant passif, parce que Instagram, il met beaucoup en valeur le divertissement. Et les comptes de divertissement vont avoir beaucoup moins de scrupules à se mettre en avant, à faire des partenariats, à utiliser des techniques pour vous amadouer, pour vous faire cliquer. Nous, on n'a pas vraiment ce genre d'armes parce que justement, on n'a pas. Enfin, moi, franchement, si je voulais percer, je ferais des petites danses. Ça va, je danse plutôt pas mal. Je ferais des petites danses. Je ferais des tenues. Enfin voilà, je sais pas. Je ferais des belles photos et ça marcherait beaucoup mieux. Je ferais des reels où je suivrais les trends à faire des jeux là sur Instagram, enfin voilà. Et je pense que j'aurais beaucoup plus d'abonnés. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, si vous voulez nous soutenir et que vraiment notre voix pèse et n'hésitez pas à partager notre contenu, même son contenu aussi. Il a un compte Instagram sur les actualités scientifiques qui est hyper cool. Ça, c'est si vous voulez que les gens soient au courant, si vous voulez que les gens soient informés, il faut partager. C'est hyper important. Voilà. Oui, surtout pour des petits comptes comme ça, le partage, le fait aussi de commenter, de liker aussi, mais c'est vrai que le partage c'est ce qui contribue le plus parce que quand on est petit, le bouche à bouche ou bien le partage par réseaux sociaux qui a un peu remplacé le bouche à bouche, et ça bouche à oreille plutôt, ça c'est pas tout à fait la même chose. C'est clairement ça qui a le plus d'impact, et surtout pour des petits créateurs comme nous, ça nous motive aussi à continuer, et puis ça permet de mettre en avant nos contenus sur l'algorithme Insta, et ça permet qu'au milieu de 3 danses, de 5 filles en bikini, etc., vous retrouviez une actualité scientifique et puis un truc qui est là pour nous expliquer la politique. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est vrai, voilà, si je voulais percer, je ferais des TikTok en bikini en faisant des danses, mais voilà, c'est pas le but. Et voilà, on espère, j'espère que ce genre de contenu sera plus mis en avant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Merci beaucoup de contribuer à faire un peu connaître ma chaîne. C'est hyper important, l'entraide aussi. Et voilà, et surtout, voilà, si vous avez des projets aussi, n'hésitez pas à me contacter. Moi aussi, je partage, j'ai lancé un truc pour partager les comptes engagés sur Insta. Bon, j'ai pas une énorme communauté, mais moi aussi, je fais ma part du travail. Et voilà, je soutiens un peu toutes les initiatives qui me sont présentées et qui vont dans le sens de plus de démocratie et de plus de nuances. Voilà, voilà. Super. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Et voilà, bon courage. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.